Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est Jean-Baptiste Lemoyne, qui est secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Après des études de sciences politiques, vous intégrez l'ESSEC et vous sortez diplômé de cette prestigieuse école de commerce. Vous commencez donc une carrière dans l'entreprise, mais très vite, le monde politique va vous accaparer. Engagé à l'UMP, vous faites d'abord vos armes aux côtés de Jean-François Copé. Lyon va devenir votre fief politique. Vous êtes d'abord élu conseiller général de ce département, puis maire du petit village de Valéry en 2014. Cette même année, vous vous présentez au sénatorial contre le candidat investi par l'UMP. Mais vous serez malgré tout élu et vous deviendrez à 37 ans l'un des plus jeunes sénateurs. En 2016, vous soutenez la candidature d'Alain Juppé lors de la primaire de la droite pour la présidentielle. Et lorsqu'éclate l'affaire du Penelope Gate, vous êtes l'un des premiers chez les Républicains à quitter l'équipe Fillon et à rallier la candidature d'Emmanuel Macron. Cela vous vaudra d'être nommé après sa victoire à ce poste, donc de secrétaire d'État. Au Quai d'Orsay, vous avez notamment en charge le commerce extérieur et le tourisme. Vous serez successivement interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Michael Cor de la Croix, par Romain Mazenot de RCF et Alain Baron de Radio Notre-Dame. Et tout de suite, c'est Michael Cor dans cette première partie politique qui vous interroge. Alors, tout d'abord, quelle leçon politique tirez-vous de cette élection européenne ? 22,4% pour la majorité, est-ce que c'est un bon score ? Alors, une double leçon au niveau national et au niveau européen. Au niveau national, avec ce chiffre de plus de 22%, c'est assurément un socle qui est là, qui se manifeste auprès d'Emmanuel Macron, de la majorité présidentielle. Naturellement, nous aurions souhaité virer en tête et passer devant le Rassemblement national, mais je constate que ce même Rassemblement national, d'ailleurs, a perdu et en pourcentage et en députés. On va revenir sur la partie européenne tout à l'heure, mais vous avez parlé de socle. Ce socle s'est déplacé. C'est-à-dire qu'une bonne partie des électeurs de la majorité de 2017, qui étaient pour beaucoup des électeurs de gauche, n'ont pas voté pour vous, ont plutôt voté écologiste, tandis que des électeurs de votre ancienne famille politique, la droite, ont voté pour la majorité. Ça vous en tirez une leçon quelconque ? Alors, je crois que ce qu'Emmanuel Macron a initié en 2016 et en 2017 dans cette campagne présidentielle, au cours de laquelle, d'ailleurs, je l'ai rallié dès avant le premier tour, c'était justement de réussir à faire travailler ensemble des gens qui avaient des parcours et des opinions politiques dans différentes familles politiques, mais qui se réunissaient sur une ambition commune, celle justement de jeter aux orties les petites guéguerres picrocolines politiques pour essayer de conduire un certain nombre de transformations, de réformes que notre pays avait trop souvent et trop longtemps reportées. Et donc de ce point de vue-là, cette majorité, elle comprend des gens qui viennent et de la droite, et de la gauche, et du centre, et de la société civile. Et je pense que dans l'électorat qui s'est porté sur la liste Renaissance, on retrouve chacune de ces composantes. Peut-être qu'effectivement, les proportions ont évolué, mais je crois que ce qui reste profondément vrai, 2 ans plus tard, et qui était validé, non pas par nous, mais par les Français, c'est une recomposition politique. On le voit, aujourd'hui, il y a 2 listes qui sont arrivées en tête. Il y a d'un côté la liste nationaliste, et de l'autre côté, la liste Renaissance. Et en dramatisant, lors de la campagne, tel que vous l'avez fait, l'opposition entre la majorité et le Rassemblement national, est-ce que le risque, c'est pas d'abandonner certains électeurs ? Est-ce que c'est pas finalement de l'installer dans son rôle de premier opposant ? Chez vous, à Valéry, dans Lyon, il arrive en tête à plus de 35%, je crois. Ouais. Mais vous savez, c'était un moment aussi de, une heure de vérité, pour reprendre le titre d'une autre émission. Et c'était, pour l'Europe, une forme de croisée des chemins. Il y avait clairement, d'un côté, en France comme en Europe, un certain nombre de mouvements qui souhaitaient, quelque part, donner un coup d'arrêt, voire même déconstruire cette construction européenne qui fut patiente, qui, depuis plusieurs décennies, a été l'addition d'ambition, de talent, de pays. Souvenons-nous que la construction européenne, c'est l'amitié franco-allemande, déjà, qui se manifeste, et puis c'est la réconciliation des peuples européens. Moi, je me souviens de ce soir du 9 novembre 89, où le mur de Berlin tombait, souvenez-vous, quand même, 165 km avec des miradors tous les 100 mètres, eh bien, tous ces peuples se sont retrouvés dans l'Union européenne, et donc, il y avait un enjeu qui méritait cette dramatisation, parce que souhaite-t-on
mettre à bas ce projet européen ou souhaite-t-on le perfectionner? Parce que oui, on ne peut pas dire qu'il soit parfait. Et d'ailleurs, Renaissance porte une ambition de transformation de cette construction européenne. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Et d'ailleurs, on le voit avec le sommet qui s'est tenu il y a quelques jours à Bruxelles entre les dirigeants européens. Le président de la République, il souhaite justement qu'on ne soit pas juste dans la répartition de postes, passe-moi le sel, je passe le poivre, comme le faisaient les socialistes européens et les conservateurs européens. On veut d'abord bâtir un projet, véritablement. Mais pour reprendre la question de Mickaël, vous installez avec cette stratégie, où partant du constat que droite-gauche, ça ne marche plus, vous installez le Front National dans le statut de premier parti d'opposition, première force d'opposition de ce pays. Et donc, qui dit opposition peut dire un jour peut-être victoire. Pardonnez-moi, ce n'est pas nous qui installons, ce sont les Français. Ce sont les Français qui ont voté. Et les Français, ils ont montré que, ils mettaient pour l'instant en tête ces deux formations politiques. Par conséquent, ça nous oblige d'ailleurs, ça nous crée des devoirs, parce qu'on est bien conscient du fait que nous devons apporter des réponses à un certain nombre de territoires qui se sentent peut-être relégués, abandonnés, en souffrance. Et d'ailleurs, nous parlerons tout à l'heure de l'acte 2 du quinquennat. Je peux vous dire que le président de la République et le Premier ministre sont très attachés à ce qu'ils soient sous le signe de la proximité, du terrain, de l'humanité, parce que nous avons besoin de faire en sorte que la vie quotidienne des gens change en positif, du point de vue des transports, du point de vue de l'accès aux services publics, pour apporter des vraies réponses de fond et un peu plus social, aux interrogations. Et un peu plus à gauche, un peu plus sur la jambe gauche, comme le réclame actuellement un certain nombre de membres du gouvernement. Je crois que, on le voit, cette élection, elle a validé le fait qu'en 2017, les clivages de droite et de gauche étaient un peu obsolètes. Non pas qu'il n'y ait pas une culture de droite, une culture de gauche, mais en termes de mouvements partisans, ces anciens partis, vous prenez le PS et les Républicains, à eux deux font 15%. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, je crois que les lignes de fracture de la société française sont différentes, et nous, on est très attachés au fait de lutter contre les inégalités à la racine. Quand Jean-Michel Blanquer dédouble les classes de CP et de CE1, notamment dans les zones d'éducation prioritaire, c'est pour que les enfants, on sait que tout se joue très tôt, puissent être armés dans la vie, dans leur scolarité, dans leur éducation, et qu'ainsi on lutte contre un certain nombre de déterminismes parfois sociaux. J'entends bien, mais quand vous dites qu'il n'y a plus de droite et de gauche, au niveau européen par exemple, il y a encore un grand parti de droite et un grand parti de gauche, et la liste que les députés européens que votre majorité amène à Bruxelles ne font partie d'aucun des deux. Donc comment dans ce contexte-là comprendre la phrase de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, la France pèse désormais davantage? Alors, elle pèse davantage parce que les grands partis que vous évoquiez, européens, le Parti socialiste européen et le Parti conservateur européen, le PPE, tous les deux ont perdu énormément de sièges. Et qu'avant, ils avaient une majorité absolue à eux deux. Aujourd'hui, ce temps est révolu et il n'y a pas de majorité qui soit possible sans le mouvement central que nous sommes en train de constituer autour des élus de la Renaissance, avec un certain nombre de mouvements démocrates d'Europe. Je pense à nos amis belges, luxembourgeois notamment. Et du coup, ça veut dire que nous sommes en mesure de peser sur les orientations européennes. En matière climatique, nous souhaitons une plus grande ambition climatique. J'étais, moi, lundi, par exemple, au Conseil des ministres du Commerce de l'Union européenne, à Bruxelles, et j'ai rappelé combien notre politique commerciale devait tenir compte de ces enjeux de climat, d'environnement. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons nous avons refusé, nous, de voter un mandat pour ouvrir des négociations avec les États-Unis en matière commerciale, parce qu'ils sont sortis de l'accord de Paris. Il faut être cohérent. Si on dit que la maison brûle, comme le disait le président Chirac, eh bien derrière, il faut que nous mettions nos actes en conformité avec cette urgence. Mais est-ce que ça va assez loin? Parce que vous prenez l'exemple de Jacques Chirac. Pendant longtemps, on a pu parler d'écologie et ne rien faire. Or, l'une des leçons de cette élection, c'est que les Européens ont massivement voté, plus massivement qu'on pouvait l'imaginer. Les jeunes Européens ont plus massivement voté. Et les partis écologistes sont arrivés un peu plus haut qu'on pouvait l'attendre. Est-ce que ça va être suffisant, ce que vous imaginez là? Je crois que l'écologie, maintenant, elle ne doit plus être l'apanage d'un parti, d'un mouvement. Il y a eu pendant longtemps une écologie politique. On se souvient de René Dumont en 1974 qui s'était présenté à l'élection présidentielle. Je crois qu'aujourd'hui, finalement, ça innerve l'ensemble de la vie politique et l'ensemble des collectivités locales. Et par conséquent, nous avons toujours, nous, été très audacieux. Je me souviens, par exemple, du travail que j'avais conduit avec Nicolas Hulot en son temps, toujours en matière de politique commerciale, parce que nous avons cet accord entre l'Union européenne et le Canada. Et il y avait le souhait
de pouvoir aussi faire en sorte que eh bien, les sujets environnementaux soient pris en compte. C'est ainsi que, pardon d'être un peu technique, peut-être pour les téléspectateurs et les auditeurs, nous avons souhaité que soit mis en place ce qu'on appelle un veto climatique, c'est-à-dire s'assurer que juridiquement, une société multinationale ne pourra pas attaquer un État pour le fait qu'il ait mis en place une législation environnementale. Et donc nos amis canadiens l'ont accepté. Tout ça, ce sont des mesures, je pourrais vous parler du glyphosate. Si la France n'était pas intervenue, on était reparti pour 10 ans d'autorisation de ce produit dont on sait qu'il n'est pas optimal pour la santé. Et donc là, maintenant, on a réduit la période à 5 ans au niveau européen et au niveau français, on veut aller à 3 ans. Mais le programme de la liste Renaissance va beaucoup plus loin. Il propose une banque pour le climat avec l'idée de financer à grande échelle la transition écologique. Alors quand on est en campagne européenne, on se fait un peu croire qu'on va tout faire malgré les traités, malgré les autres coalitions. Est-ce que tout ça, ça va être possible ? Est-ce que ça va être vraiment fait, le financement de la transition écologique à grande échelle ? Oui, d'une part parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés et je dirais améliorés. Je pense à la Banque européenne d'investissement et que par ailleurs, il s'agit finalement de flécher aussi une partie de l'épargne des Européens pour bonifier effectivement des prêts et faciliter le fait de monter des projets qui facilitent l'entrée dans cette nouvelle ère. On pense, regardez, la France et l'Allemagne sont à l'offensive et l'Europe accompagne pour monter une véritable filière de batteries électriques, pour que les véhicules de demain soient des véhicules propres, et pour que nous ne soyons pas dépendants d'ailleurs de la Chine ou d'autres puissances, parce que nous avons, et nous y reviendrons plus tard je crois, une souveraineté aussi économique européenne à affirmer. Ça va être comme ça qu'on va relancer l'Europe, parce que c'était l'une des ambitions de votre campagne. Ouais. Je crois qu'on a besoin de relancer une forme d'idéal européen et un projet européen qui fasse un petit peu rêver. Longtemps, naturellement, on avait en tête les projets Erasmus, on avait en tête les projets Airbus, mais on a besoin aujourd'hui, en matière numérique, également, de faire valoir, par exemple, une éthique européenne. Parce que je pense que l'utilisation du numérique par les Européens est très différente d'une utilisation par les Américains, où on le voit, il y a un laisser-faire assez général. D'ailleurs, c'est un combat permanent pour obtenir des plateformes de progresser sur la fin des contenus haineux, racistes ou parfois terroristes. Et par ailleurs, de la voie chinoise, pour qui Internet est surtout un moyen de surveillance. Et donc nous, il y a un humanisme européen qui est dans notre tradition historique, et cet humanisme, eh bien, il a des implications en termes d'utilisation et de régulation du numérique. C'est pour vous donner un type d'exemple de nouvelles frontières sur lesquelles l'Europe peut être utile aux citoyens européens. Sur l'écologie, Édouard Philippe, le soir du résultat des élections, a dit « le message a été entendu ». En France, qu'est-ce qui peut être envoyé comme réponse rapide pour montrer que ce message a été reçu sans attendre que l'Europe avance et bouge sur ces questions-là ? Eh bien, d'ici quelques jours, justement, et en conformité avec ce que le président de la République avait annoncé lors de sa grande conférence de presse à la suite du grand débat national, vont être organisées une véritable conférence citoyenne sur les sujets écologiques, et donc des Français, pour certains tirés au sort, pour d'autres experts, etc., vont se réunir pour justement travailler sur les voies et les moyens. On a un calendrier déjà ? Ce sera quand cette conférence ? On sait quand est-ce qu'elle... Alors, des éléments vont être donnés très prochainement par François de Rugy, le ministre d'État, en charge de la transition écologique et solidaire. Mais l'idée, c'est que cette conférence puisse se réunir dans les toutes prochaines semaines. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas de reporter ça au calendrier grec. Et surtout qu'on puisse aussi confronter les ambitions de transition écologique avec les véritables besoins au quotidien des utilisateurs et aussi les contraintes. Parce qu'on le voit, lorsqu'on est en milieu rural, eh bien, on a besoin de se déplacer. Donc, il y a un enjeu de mobilité. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, en matière de taxation, il est vrai que le mouvement des Gilets jaunes est né à la suite de ces nouvelles taxes sur les énergies fossiles. Donc, on voit bien qu'on a besoin aussi que les citoyens puissent éclairer la décision et préparer des décisions, tout simplement en tant qu'utilisateurs et eux-mêmes porteurs de cette transition écologique. Peut-être une question sur votre ancien parti. Quel regard vous portez sur les Républicains aujourd'hui ? Le parti peut-il mourir ? Vous savez, un grand philosophe disait que les civilisations sont mortelles, les partis aussi. Ce que je constate, c'est que
Les Républicains, en fait, depuis plusieurs années, sont dans une espèce de rétrécissement idéologique. Moi, j'ai un souvenir. J'ai participé à la création de l'UMP en 2002. Et à l'époque, l'Union pour un mouvement populaire, c'était la réunion de différentes sensibilités. C'était des libéraux, des chrétiens démocrates, des gaullistes, des souverainistes même. Nicolas Dupont-Aignan appartenait à l'UMP. Et en fait, petit à petit, cette formation a laissé partir un certain nombre de ces électeurs, de ces dirigeants, pour en finir avec une base finalement très restreinte, très étroite. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'était le métro à 18h, pour reprendre une phrase célèbre. Et je crois qu'aujourd'hui, oui, les Républicains sont en train de devenir ce qu'un grand parti de la 4e République est devenu sous la 5e, le CNI, une petite formation politique qui ne peut être qu'une force d'appoint. C'est pourquoi, d'ailleurs, je lance un appel aux élus divers droite ou républicains en leur disant: il y a une place au sein de la majorité présidentielle parce que ces valeurs qui vous sont chères, de travail, de mérite, nous les portons aussi. Et en rejoignant la dynamique du président de la République avec un certain nombre de mes collègues, je pense naturellement à Gérald Darmanin ou à Sébastien Lecornu, à Bruno Le Maire, je n'ai pas le sentiment de renier les valeurs et ce pourquoi je me suis battu pendant des années. Je crois qu'au contraire, tout cela se met en place, se forge dans un dialogue fécond entre les différentes sensibilités de la majorité. Oui, vous dites, je les invite, mais certains y voient une menace derrière, il y a les municipales qui arrivent. Est-ce que ça veut dire que la majorité présentera un candidat partout où des candidats actuellement LR n'ont pas voulu répondre à votre invitation? Il ne s'agit pas de menacer, chacun prend ses responsabilités, c'est tout. Nous sommes une grande formation politique, nationale, européenne. On a vocation à être une force politique aussi territoriale, à présenter des candidats aux élections municipales, départementales, régionales. Après, si certains d'entre nous, issus d'autres mouvements politiques, veulent cheminer avec nous, on leur dit chiche, pourquoi pas, dès lors qu'on se rassemble sur un socle commun de valeurs. Nous travaillons à une charte d'ailleurs de ce que pourrait être le progressisme local. Et moi je crois que d'ailleurs ce qui nous réunit, c'est cette notion de démocrate. Et on voit bien que cette notion de démocrate, elle se décline à l'envi. Peuvent se réunir autour de la notion de démocrate les libéraux-démocrates, les chrétiens-démocrates, les sociaux-démocrates, les écolos-démocrates. Et on voit bien que chacun peut avoir des sensibilités, des nuances, mais que pour autant, sur l'essentiel, nous sommes d'accord pour libérer un certain nombre d'énergies dans notre pays et faire en sorte que, après, ces énergies, une fois libérées, elles puissent permettre de réduire les inégalités et d'avancer. Voilà. Selon un sondage publié dans La Croix, une grande partie des catholiques français ont voté pour la liste de la majorité. Et pas pour François-Xavier Bellamy. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de trouver les limites? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on ne trouve pas les limites de l'étiquette d'un candidat catholique, d'un candidat chrétien? Enfin, quelle analyse vous en avez de ça? Je pense que les Français, quelle que soit leur religion et leurs engagements philosophiques, en réalité, vivent ça de plus en plus de façon personnelle, intime, et que ce n'est pas un ressort déterminant du vote. Mais moi, je me réjouis qu'une partie importante de catholiques, je disais d'ailleurs que les catholiques pratiquants, notamment, s'étaient retrouvés dans la démarche portée par la liste Renaissance. Mais quelque part, ça ne m'étonne pas complètement, parce que moi j'ai chevillé au cœur et au corps, par exemple, la philosophie que porte Emmanuel Mounier, le personnalisme. Et on sait que ce personnalisme, il a aussi des racines chrétiennes qu'il pose justement que dans notre société, pour trouver une troisième voie entre un individualisme forcené, qui n'est pas bon. Je dirais une personne, elle est membre d'une famille, elle est membre d'une commune, elle est membre d'un terroir, elle est membre d'une nation, elle est membre de l'Europe. Et une troisième voie, donc, entre cet individualisme forcené et également la voie du collectivisme qui, Dieu merci, est de moins en moins présente. Et donc tout ça pour dire que ce sont des valeurs fortes que celles de ce personnalisme et qui irriguent toute une tradition de pensée. Et c'est pourquoi, quelque part, ça ne m'étonne pas tant que ça, que cette adhésion d'une partie des catholiques.
Merci, nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous retrouverons notre invité Jean-Baptiste Lemoyne qui sera interrogé par Romain Mazenot. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens avec notre invité Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Il est interrogé dans cette deuxième partie par Romain Mazenot de RCF. Après cette seconde place pour La République En Marche aux européennes, comment relancer le quinquennat ? Édouard Philippe a dit vouloir mettre de l'humain dans la politique, remettre de l'humain. Par quoi ça va se traduire concrètement ? Un changement de méthode ? Alors, effectivement, il y a le souhait d'être au plus près du terrain. Par exemple, nous allons... tous les ministres faire un certain nombre de permanences territoriales, emmener avec nous d'ailleurs les directeurs d'administration centrale, parce que nous, des déplacements sur le terrain, on en fait, et puis d'ailleurs, moi je suis élu local, donc ça me parle, mais nous avons aussi besoin de faire en sorte que l'administration que nous dirigeons puisse également être confrontée à ces problématiques, parce que les décisions prises dans un bureau à Paris, eh bien, elles ont un impact dans la vie quotidienne, après à Moulins, Guéret ou Valery. Donc, de la proximité, par ailleurs, proximité des services publics, on le voit bien, il y a dans un certain nombre de territoires, depuis 20 ans en réalité, petit à petit, des services publics qui ont disparu. On pense aux trésoreries, mais c'est vrai qu'il y a une numérisation croissante des services de ce point de vue-là, mais quand même, on pense à des écoles qui ont fermé, et le président de la République a souhaité que désormais plus aucune école ne soit fermée sans que le maire n'ait donné son consentement, parce qu'il peut s'organiser après peut-être dans un cadre intercommunal ou autre. Mais il était important que les élus locaux soient entendus, écoutés, parce que j'ai été maire. Et je sais combien les maires, les adjoints, les conseils municipaux sont quelque part les hussards de la République, et qu'une bonne partie de la cohésion du pays repose sur eux. Donc ça va passer, en termes de services publics, par le déploiement dans chacun des cantons de France de cette maison France Service qui permettra d'avoir accès à tout un bouquet de services publics de façon facile. Cette crise des territoires, on la connaît depuis bien avant les Gilets jaunes. Quand vous entendez beaucoup de maires dire qu'ils ne veulent pas se représenter, par exemple, au municipal l'an prochain, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Alors, c'est vrai qu'on entend souvent cela à 1 an et demi de l'échéance, et puis finalement, oui. En 2014, je l'ai vu, le nombre de communes qui ne sont pas pourvues en termes de listes sont plus restreintes. Mais quand même, je pense qu'effectivement, il y a peut-être eu une forme de blues des élus locaux qui désormais doivent faire face à une complexité administrative croissante, face également à des attentes croissantes de la population. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons tenu absolument à ce que les moyens dédiés aux collectivités, notamment les dotations, ne baissent pas. Et depuis 2 ans, c'est inédit, parce que sous le précédent quinquennat, c'était 11 milliards d'euros qui avaient été enlevés aux communes et aux territoires, et donc par conséquent, ça avait un impact sur le service qui était produit. Donc à tous ces élus, je veux leur dire, et le président de la République, je crois, leur a dit très directement dans les grands débats, on se souvient des rencontres qu'il a eues avec les élus locaux, que rien ne peut se faire sans eux, et que naturellement, eh bien, nous allons nous attacher à construire peut-être un nouvel acte de décentralisation, d'une part, et puis également de déconcentration, parce que la décentralisation... Ça se traduirait par quoi concrètement, cette décentralisation ? Alors, on va entamer un dialogue dans les tout prochains jours avec les associations d'élus locaux, parce qu'il ne s'agit pas de décider cela de façon unilatérale depuis Paris, ça serait l'inverse de la méthode, et donc nous rentrons dans ce processus de discussion, de débat, pour voir aussi quels sont peut-être ce qu'on appelle les irritants de la loi NOTRe. Il y a une loi liée à l'organisation territoriale de la République, adoptée en 2014, et dont on voit qu'elle a parfois un certain nombre d'effets pervers. En gros, c'est les intercommunalités, et les maires disent on n'a plus de pouvoir. Voilà, des intercommunalités très grandes, très vastes, dans des régions qui, vous l'avez vu, également, elles, sont très grandes et très vastes. Et quelque part, le maire, parfois, il se sent un peu relégué au fond de la salle, sans pouvoir avoir son mot à dire. Donc tout ça, on est prêt, et le président de la République l'a dit, on est prêt à travailler, à améliorer, parce que la commune, c'est quand même la cellule de base, j'ai envie de dire, de la citoyenneté. C'est redonner un peu de pouvoir aux maires dans les grandes intercommunalités, parce qu'ils ont l'impression d'être dépossédés aujourd'hui ?
C'est du pouvoir, c'est de la présence dans les assemblées. Comment, par exemple, concrètement moi je l'ai vu dans la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne, où j'ai siégé longtemps. Eh bien, cette loi NOTRe, elle a eu pour conséquence de réduire le nombre de délégués que chacune des communes envoyait pour siéger à l'intercommunalité. Et du coup, vous avez des petites communes, elles se retrouvent avec seulement un délégué. Et ça ne permet pas de partager suffisamment les projets, de les décliner après sur le territoire de chacune des communes. Donc si on pouvait desserrer les taux de ce point de vue-là, je pense que ce serait bienvenu. En termes de calendrier, Emmanuel Macron s'est fixé comme objectif pour la décentralisation le premier trimestre 2020. Est-ce que c'est tenable compte tenu des municipales qui ont lieu en mars, de la réforme de la fiscalité locale qui est annoncée aussi? Il ne va pas y avoir un embouteillage là? Mais il ne vous a pas échappé que ce gouvernement, depuis 2 ans d'ailleurs, a mené à bon train un certain nombre de changements, d'évolutions. Et je crois qu'il faut continuer avec le même rythme parce que, encore une fois, souvent nous n'avons que trop attendu. Donc non, c'est un calendrier volontariste, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire, ça fait des décennies qu'il faut remettre à plat un certain nombre d'éléments de décentralisation, ne pas s'y atteler, de la même façon qu'on va avoir un programme très chargé en matière économique et sociale, réforme de l'assurance chômage, réforme de la fonction publique qui a été votée hier à l'Assemblée. Et sur la crise des territoires toujours, est-ce qu'il faut remettre en cause la liberté d'installation des médecins? Je ne sais pas si Lyon est un désert médical, mais alors, ça ne va pas être facile chez vous non plus. Voilà, c'est un sujet affreux parce que effectivement, je vois la déprise en termes de démographie médicale. Mais face à cela, nous avons pris 2 mesures qui sont très structurantes. La première, c'est mettre fin au fameux numerus clausus. Souvenez-vous, on rationnait finalement le nombre de médecins qui pouvaient faire leurs études, moyennant quoi un certain nombre partaient en Belgique, en Roumanie, etc. Mais donc ça va produire des effets à 8-9 ans, parce que la formation d'un médecin, c'est long. Et dans cette attente, nous doublons également les maisons de santé, parce qu'il y a aussi le souhait, maintenant, pour les médecins, les jeunes médecins, d'exercer de façon plus collective, parce que l'ère du médecin de famille qu'on a connu, vous et moi, qui travaillait 20 heures sur 24 et arpentait les routes de son canton, est révolue. Il y a aussi un souhait de conditions de vie qui soient meilleures. Et donc cet exercice, le fait de doubler le nombre de maisons de santé, je crois, va permettre de retenir aussi un certain nombre de médecins qui parfois se détournent de leur vocation initiale pour faire autre chose dans la vie. Vous savez que c'est impressionnant le nombre de médecins qui, étant diplômés, finalement, vont vers d'autres types d'activités. Pour les municipales, vous avez, dans la première partie de cette émission, tout à l'heure, évoqué une charte du progressisme local, je crois, ou territorial. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce que vous mettrez dans ce texte pour les municipales? Tout simplement, à partir du moment où on souhaite préparer sérieusement ces élections municipales, et y compris en le faisant avec des gens qui souhaitent s'agréger à la majorité présidentielle, il faut que nous ayons un cadre de référence qui ne soit pas juste la bonne tête du client. Et donc, il s'agit de s'engager sur une véritable participation des citoyens à la vie locale, au fait d'une certaine modération fiscale, ce que nous souhaitons mettre en avant, le fait également d'avoir des politiques écologiques affirmées, liées aux mobilités. Donc voilà, c'est un cadre dans lequel pourront souscrire un certain nombre de candidats qui souhaiteraient porter également nos couleurs ou participer en tous les cas à cette aventure. Quand je vous ai posé la question du changement de méthode, vous m'avez répondu crise des territoires et services publics sur le terrain. Est-ce qu'on pourrait y avoir aussi un changement de méthode dans le travail avec les corps intermédiaires, avec les syndicats? On se souvient au plus fort de la crise des Gilets jaunes, de la main tendue de la CFDT qui n'a jamais été saisie. Est-ce que là, il y a un changement aussi qui serait bienvenu? Alors, le changement, il a d'ores et déjà eu lieu, puisque le Premier ministre a réuni, c'est il y a un mois, les partenaires sociaux, mais pas que, un certain nombre de forces vives de la nation, pour travailler sur justement la conférence sociale et territoriale. Et en fait, l'idée, c'était de lancer un grand mouvement qui va se décliner maintenant à l'échelon régional et départemental, où toutes ces forces vives vont travailler sur des sujets très concrets. Il ne s'agit pas justement d'ergoter sur de l'idéologie, il s'agit de se dire, en termes de transport, en termes de bassin de vie, etc., comment on s'organise au mieux pour apporter des réponses à des Français qui parfois sont empêchés, sont assignés à résidence, aimeraient travailler, mais pour lesquels la distance, l'insuffisance d'un certain nombre de modes de garde ne leur permet pas ce retour sur le chemin de l'emploi. Dans les réformes importantes à venir, il y a bien sûr la réforme des retraites. Comment vous allez amorcer cette séquence délicate? Comment vous allez rassurer chacun sur le fait qu'il ne sera pas lésé avec ce futur régime universel par points?
Alors, Jean-Paul Delevoye, qui est le haut-commissaire chargé des retraites et qui a déjà, par le passé, mené des réformes des retraites, a depuis de nombreux mois concerte justement avec les partenaires sociaux pour mettre en œuvre un engagement de la campagne du président de la République qui était le fait d'avoir un système de retraite plus équitable. Parce que, pour l'instant, on le sait, avec un certain nombre de régimes dits spéciaux, etc., chaque Français, pour 1 euro cotisé, n'a pas forcément le même montant de retraite. Et donc, il y a l'idée de mettre de l'équité de ce point de vue-là. Et ça va être, je crois, une contribution importante au débat et puis tout simplement à la transformation aussi de notre système. Il y a un autre dossier explosif, y compris pour l'équilibre dans votre majorité entre la droite et la gauche, c'est la question de qui va payer les promesses des 5 milliards d'euros qui a été annoncé par Emmanuel Macron. Il semble qu'on va supprimer les niches fiscales, mais il semble surtout que ce soit des niches fiscales qui concernent les entreprises. Est-ce que c'est les entreprises qui vont financer effectivement ces promesses qui ont été faites le 26 avril? Alors, le président de la République a précisé que le financement de ces 5 milliards, il se ferait pour partie effectivement en révisant l'efficacité de certaines niches fiscales liées aux entreprises. Et donc, en fait, l'Assemblée nationale, d'ailleurs, commence tout un travail. Joël Giraud, le rapporteur général, l'a fait. Olivia Grégoire s'en est emparée. Et donc, on est là dans un stade, je dirais, d'audit de l'efficacité de ces dépenses. Par ailleurs, il a dit qu'une partie de ces sommes serait également dégagée par des économies. Et d'ailleurs, nous sommes dans une dimension très vertueuse. Je peux vous dire que, d'ailleurs, nous-mêmes, au Quai d'Orsay, bien que nous soyons un petit budget, nous participons à cet effort de modération à travers bien la rationalisation de notre réseau à l'étranger. Donc, on est aussi dans le fait de traquer un certain nombre de dépenses ou de les mutualiser pour dégager des marges, bien sûr. Romain Mazneau. Il y a aussi en ligne donc de mire la réforme de l'assurance chômage. Comment revoir les règles d'indemnisation, un sujet aussi très, très délicat? Alors, en matière de chômage, il ne vous a pas échappé que le chômage continue à baisser. Nous avons eu le taux de chômage annoncé il y a quelques semaines, 8,4%, ce qui est un point bas depuis, je crois, 2009 facile. Donc on s'en félicite, mais 8,4%, ça reste élevé. Un certain nombre de pays sont à 3 ou 4%, c'est-à-dire un taux de chômage structurel, et il semblerait que le nôtre soit structurellement encore trop haut. Et donc, il y a ce besoin de revoir aussi les règles d'assurance chômage pour faciliter le retour à l'emploi. Parce que nous avons des règles qui, parfois, peuvent paraître généreuses en termes de plafond d'indemnisation, de durée d'indemnisation. D'ailleurs, ce n'est pas un service à rendre à des personnes que de les, parfois, alors je prends les cadres, alors que sur les cadres, par exemple, on le voit, il y a quasiment la capacité en 2-3 mois à retrouver une activité, parce qu'on est sur un marché très tendu, à les laisser parfois leur donner la possibilité de rester plus longtemps au chômage. Et donc, c'est une réforme que prépare Muriel Pénicaud. Et je lui tirais mon chapeau parce que elle s'est attaquée précédemment à des chantiers importants, comme celui de l'apprentissage. Moi, ça fait des années que j'entends parler de l'objectif de 500 000 apprentis, des années que des gouvernements se sont cassés les dents, et là, on a revu le système. C'est-à-dire qu'on a donné le pouvoir aux branches, aux entreprises pour définir leur programme, ce qu'on appelle le référentiel, et des entreprises créent des CFA. J'ai en tête dans le secteur du tourisme, sur lequel je travaille beaucoup, la création de plusieurs établissements pour qu'on ait plus d'apprentis et que ces apprentis également soient fidélisés dans la durée. Oui. Alors, très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute. Il y a aussi la loi de bioéthique qui va arriver très rapidement au Conseil des ministres en juillet. À titre personnel, vous êtes favorable ou opposé à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules? C'est un engagement du président de la République. Moi, j'ai adhéré à un programme et on le met en œuvre. Mais c'est un sujet qui est terriblement complexe et sur lequel le président, il a souhaité ne pas reproduire les erreurs du précédent quinquennat en 2014. Il avait lui-même dit que les conditions du débat n'avaient pas été bonnes. Et donc, c'est pourquoi il a souhaité qu'il y ait tout un travail de maïeutique, si je puis dire, avec naturellement des états généraux qui se sont déroulés, avec également le comité consultatif national qui s'est prononcé
avancé, avec également des travaux, une mission parlementaire, celle de messieurs Touraine et Breton, qui sont issus de différentes familles politiques, et des travaux qui se poursuivent avec les parlementaires. Donc je crois qu'il était important de prendre ce temps, parce que ce ne sont pas des réponses simples, et donc ça sera naturellement un sujet et donc Jean-Baptiste Lemoyne, votre opinion pour l'instant, est-ce que vous forgez une conviction ou vous vous donnez le temps encore de réfléchir Non, mais je me suis forgé une conviction. Encore une fois, je crois que ce qui compte d'ailleurs dans ce sujet, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, vous savez qu'il y a un certain nombre de femmes seules ou en couple qui, dès lors qu'elles souhaitent effectivement avoir un projet parental, elles savent comment s'organiser. Hein. Donc, il ne faut pas se donc pas vous faire un dessin. vous soutiendrez cette réforme. Et moi, je pense qu'il est important que dans cette réforme, notamment pour qu'elle réponde justement à un certain nombre de consciences, c'est que les personnes qui seraient nées de cette PMA puissent avoir accès à leurs origines. Parce que c'est très important d'avoir conscience de son hérédité, de son arbre généalogique. On le voit, il y a de plus en plus de demandes des Français pour accéder à cela, à ses racines. Et donc je pense que c'est un élément important pour rassurer et rester dans un monde justement qui est totalement humain. Merci Romain Mazeaud. Nous marquons une deuxième pause et nous nous retrouvons dans un court instant avec notre invité Jean-Baptiste Lemoyne. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invité Jean-Baptiste Lemoyne. Il est interviewé dans cette dernière partie par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Oui, bonjour. Monsieur. Bonjour. Puisque vous êtes en charge du commerce international, on sait qu'il y a un phénomène depuis plusieurs années qui s'appelle la mondialisation. Est-ce que cette mondialisation peut-elle être heureuse ou est-ce que c'est une fatalité ? La mondialisation est tout simplement une donnée, une réalité. On est dans un cadre où les échanges ont été démultipliés et où d'ailleurs les chaînes de valeur économique désormais ne sont plus dans un seul pays. Et nous-mêmes, nous exportons énormément, mais nous importons aussi énormément. Et donc, je crois que c'est une donnée. Maintenant, cette mondialisation, elle doit être régulée. Il doit y avoir de l'équité dans cette compétition internationale. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, vis-à-vis de nos amis chinois, nous demandons de mettre fin à un certain nombre de dispositifs, de subventions d'État à des filières économiques qui créent de la concurrence déloyale à nos propres entrepreneurs, entreprises français et européens. C'est un des exemples que je prends pour évoquer la nécessaire régulation de cette mondialisation. Oui, il a été beaucoup question pendant toute cette campagne de protéger, on a été trop naïf, vous allez voir maintenant l'Europe va sortir ses griffes. Est-ce que quand même on n'est pas un petit peu désunis ? On voit que les intérêts de l'Allemagne, de la France ne sont pas les mêmes, par exemple, pour exporter leurs automobiles. Est-ce qu'on peut véritablement peser contre ces monstres que sont les États-Unis ou la Chine ? Ouais. Mais nous sommes nous-mêmes une puissance. Mais en tant qu'Européens, on n'a pas toujours la perception de cette puissance. Mais nous sommes quand même une entité de 500 millions de citoyens qui sont par ailleurs producteurs, consommateurs. Et donc, on peut se faire respecter dans ce monde. Ça veut dire ne pas être naïf. Ça veut dire, effectivement, face à un certain nombre d'investissements étrangers qui parfois veulent prendre le contrôle d'industries ou d'entreprises stratégiques européennes, on doit se doter par exemple d'un dispositif de filtrage pour dire pour telle acquisition oui, pour telle acquisition non. Et donc moi je me réjouis qu'au niveau européen on ait progressé, on a adopté cette réglementation sur le filtrage des investissements étrangers il y a quelques mois et je me souviens des débats il y a 2 ans qui étaient très compliqués entre États membres et petit à petit je vois qu'il y a une prise de conscience parce que les uns et les autres ont connu des OPA dans leur pays qui ont fait du bruit, et c'est heureux. Et d'ailleurs, cette liste Renaissance portait une ambition véritablement de protection des Européens. Ça se décline dans tous les niveaux, hein. Ça se décline en matière de sécurité, ça se décline en matière économique. Et moi, je parle d'ailleurs pas tant de libre-échange que de juste échange, parce que je crois qu'il y a ce souhait que nos filières économiques ne soient pas fragilisées par une ouverture à tous les vents, ce qui a pu être le cas il y a 20 ou 30 ans, et qu'aujourd'hui, on doit parler de réciprocité. Si nous ouvrons
ouvrons nos marchés publics, eh bien, les autres doivent ouvrir leurs marchés publics, ou en tous les cas, nous allons faire en sorte qu'une entreprise d'un État tiers qui viendrait sur un marché public en Europe, on s'assurerait qu'il n'y ait pas de dumping social, faute de quoi, eh bien, automatiquement, on lui collerait une augmentation de son prix pour rétablir la concurrence. C'est très important parce que sinon, je crois que nos citoyens ont l'impression que cette mondialisation, elle les livre aux quatre vents de l'économie mondiale, et ce n'est pas notre souhait. Il faut, encore une fois, j'insiste sur cette notion d'équité qui est au cœur de notre action. Alain Bardon. Vous dites l'Europe est une puissance, mais au sein même de l'Europe, il y a des pays qui se font un peu... Il y a une concurrence entre les pays. L'Allemagne est championne du monde des exportations, comme on le sait. Parfois, elle est en concurrence avec la France pour placer ses produits. Comment... C'est pas vraiment une puissance unique. Alors, c'est pourquoi, d'ailleurs, nous sommes pour la constitution de champions européens, et nous avons déploré que la Commission européenne n'ait pas permis, par exemple, le rapprochement d'Alstom et Siemens, qui, effectivement, sont parfois concurrents sur des marchés à l'étranger, alors qu'on doit faire face ensemble à une concurrence autrement plus féroce, par exemple d'entreprises chinoises, pour ne prendre qu'un exemple. Et par conséquent, il faut aussi qu'on fasse évoluer, je pense, des points de doctrine. C'est vrai que l'Union européenne s'est bâtie sur la concurrence, mais aujourd'hui, il y a besoin de revoir aussi un certain nombre de points de doctrine pour s'adapter à la réalité, encore une fois, de la mondialisation. Vous savez, nous sommes très heureux de constater qu'en France, pour la première fois, on a recréé des emplois industriels, en dépit de certains cas très médiatiques, qui sont parfois l'arbre qui cache la forêt d'une reprise industrielle et économique française. Quand le chef de l'État dit qu'on va imposer des contraintes aux pays qui ne respectent pas les accords de Paris, concrètement, c'est quoi ces contraintes ? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Alors, ce qu'il dit, c'est que nous ne souhaitons pas conclure... Les accords de Paris, je rappelle, sur le climat. Ouais. Ce qu'il a dit, c'est que nous ne souhaitons pas conclure d'accords commerciaux avec des États qui seraient sortis de l'accord de Paris. C'est le cas des États-Unis. Et donc, nous avons, refusé de nous engager dans cette négociation. Parce que, qui dit accord de Paris, dit aussi un certain nombre de normes et de contraintes qu'on impose à nos propres producteurs. Et par conséquent, si nous ouvrons notre marché dans le même temps à des États qui n'ont pas ces normes, pas ces contraintes, et donc pour lesquelles les entreprises sont peut-être plus compétitives de ce fait-là, il y a un problème d'équité. Et donc, ce ne serait pas compréhensible. Il s'agit là d'être logique et aussi d'essayer de tirer cette mondialisation vers le haut et de faire en sorte qu'on puisse petit à petit amener des régions du monde. Je pense par exemple à l'Asie du Sud-Est. Nous allons conclure dans les prochains jours un accord d'échange avec le Vietnam. Eh bien, en contrepartie, le Vietnam va ratifier un certain nombre de conventions de l'Organisation internationale du travail. Ça veut dire, en termes de droits sociaux, va progresser. Et vous voyez qu'à travers le commerce, on arrive à élever les standards sociaux ou environnementaux d'un certain nombre d'autres partenaires dans le monde. Est-ce qu'on va mettre des taxes aux frontières de l'Europe, des taxes écologiques pour essayer de favoriser la production qui respecte les engagements pris et pénaliser ceux qui, justement, ne respectent pas ces engagements ? C'est un chantier sur lequel on veut travailler avec nos alliés européens. Donc, chantier au long cours, mais sur lequel, oui, nous allons être engagés. Vous avez parlé de la Chine. Alors, on sait qu'en ce moment, les Chinois achètent beaucoup de choses en France, des aéroports, du bois, du vin et aussi des centaines, voire des milliers d'hectares de terres agricoles. On a l'impression que l'État laisse faire. Alors, je distinguerais plusieurs domaines. Moi, je suis élu de Lyon. Il se trouve que le club de la JOCR, par exemple, est désormais à capitaux chinois. Et je me réjouis que ces capitaux permettent au club une pérennité, un développement, de la même façon que nos auditeurs et téléspectateurs ne l'ont peut-être pas systématiquement en tête, mais le club Méditerranée, qui est un fleuron du tourisme français, il est à capitaux chinois. Et ces capitaux permettent au club, d'ailleurs, de développer énormément d'infrastructures, notamment dans les montagnes françaises. Et nous avons besoin de rajeunir, de rafraîchir et de rénover ces infrastructures. Donc c'est une bonne chose. Mais là où nous devons être vigilants, c'est sur un certain nombre de secteurs stratégiques. On évoque l'intelligence artificielle, mais vous évoquiez également les terres agricoles. Les terres agricoles, pour moi, c'est stratégique. L'agriculture, c'est stratégique. Et donc, de ce point de vue-là, on s'est doté d'un certain nombre de règles pour éviter effectivement des prises de contrôle abusives. Et je pense, alors peut-être que les citoyens n'ont pas assez conscience, à ce moment-là il faut qu'on en fasse plus la pédagogie, mais nous nous armons progressivement face à cela. À propos des terres agricoles encore, on sait très bien que les Chinois contournent les règles de la SAFER.
Et est-ce que l'État va faire quelque chose pour éviter ce contournement qui permet aux Chinois d'acheter des milliers d'hectares? Alors aujourd'hui, je crois qu'on est sur des phénomènes assez marginaux, mais vous avez raison. On a besoin de prendre à bras-le-corps ce chantier. Une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale, et donc tout indique que dans les prochains mois, nous aurons de meilleurs outils pour réguler cela. Vous êtes en charge du tourisme. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut taxer le kérosène des avions, comme le propose un certain nombre des candidats pendant les élections européennes? Alors, naturellement, la connectivité aérienne est un sujet majeur pour le tourisme. Je vais y revenir. Si on taxe le kérosène, il faut le faire à une échelle qui soit suffisamment pertinente pour ne pas pénaliser nos propres opérateurs. Mais effectivement, j'ai vu que dans les sondages, ce souhait revenait régulièrement. Encore faut-il le faire à une échelle qui a du sens, au moins à l'échelle européenne, si ce n'est plus largement. Mais pour revenir au tourisme, nous avons à cœur de développer un certain nombre de liaisons aériennes directes entre les aéroports régionaux, notamment, et des grandes villes émettrices de tourisme. Nous parlions de nos amis chinois. Ils sont les premiers, désormais, touristes dans le monde. 150 millions de touristes chinois qui voyagent, et on le voit avec de plus en plus, ils découvrent non seulement Paris, la Côte d'Azur, mais également des régions françaises, et avec un tourisme également qui se sophistique, qui est de plus en plus individuel, haut de gamme, et qui a des retombées pour notre territoire. C'est pas un paradoxe quand même. Enfin, là aussi, on dit il faut décarboniser, et puis je crois le boom du trafic aérien dans les 40 années qui viennent est formidable, d'après ce qu'on... Mais dans les 40 années qui viennent, ce que l'on voit aussi, c'est que on va aller de plus en plus vers des avions électriques, vers des avions à énergie propre, et c'est heureux. Je crois que la technologie, le progrès existe, et effectivement, il y aura sûrement une période de transition sur laquelle ces taxes seront peut-être utiles, mais à l'avenir, je n'ai aucun doute sur le fait que toutes les technologies propres vont également innerver l'aéronautique. La France est toujours la première destination touristique mondiale? Oui, tout à fait. Malgré la menace d'attentats, malgré les gilets jaunes en fin d'année? Et vous avez raison d'évoquer le phénomène des gilets jaunes, parce que s'agissant de l'image de la France, ils nous ont pas rendu service, pardon de le dire comme ça. Et donc, nous avons d'ailleurs fait un très gros travail avec nos ambassadeurs, avec Atout France, pour expliquer combien les transports fonctionnaient, les musées étaient ouverts, pour redonner aussi l'envie de venir. Et en 2018, nonobstant ce phénomène des gilets jaunes sur le dernier trimestre, nous sommes restés la première destination mondiale avec 89,4 millions de touristes internationaux. Et tout cela génère plus de 56 milliards d'euros de retombées sur nos territoires. C'est important. Et donc, nous avons une ambition qui est celle de continuer à toujours plus attirer. Et on souhaiterait, en 2020, atteindre les 60 milliards de retombées, de recettes. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons présenté avec le Premier ministre, il y a 15 jours, lors du comité interministériel pour le tourisme, un véritable plan pour favoriser la détaxe. Parce que la détaxe, c'est quoi? Ça permet, en rendant la TVA à ces touristes étrangers à l'Union européenne, de les inciter à racheter sur place également, parce que nous sommes moins bons que les Espagnols, par exemple, en termes de dépenses générées par les touristes. Et grâce à ce seuil de détaxe qui va augmenter, qui va baisser pour le seuil, mais grâce à l'argent qui sera rendu à ces touristes, on va générer plus de shopping, plus de dépenses sur le sol national. La France a signé le pacte de Marrakech, je crois que vous y étiez. Ce pacte, même si on a dit qu'il n'était pas contraignant, a inquiété beaucoup de nos concitoyens. Donc c'est le pacte de Marrakech sur l'immigration. Sur l'immigration, ouais. pardon. Ouais. Et donc ça a inquiété une partie de la population. Vous comprenez ces inquiétudes? Alors, que n'ai-je entendu sur ce pacte de Marrakech? Alors c'est l'exemple type de la désinformation et des fake news, sur lesquels, hélas, un certain nombre de citoyens se sont fait berner. Berné parce que ça a été instrumentalisé, notamment par le Front National, mais pas que, en allant raconter des contre-vérités. Et donc je tiens à dire les choses. Moi, avant de m'envoler pour Marrakech, j'ai lu très attentivement ce pacte. De quoi s'agit-il? C'est une boîte à outils pour que les États de transit, les États de destination et les États d'origine des migrations puissent tout simplement travailler ensemble pour réguler ces phénomènes. Et je peux vous dire que si on a bien vu une chose qui était inefficace, c'était bien l'égoïsme, le chacun pour soi. Et prenez M. Orban. C'est parce que M. Orban a fermé sa frontière en Hongrie que les Italiens se sont retrouvés à gérer tout seuls l'afflux de réfugiés et de migrants
en 2015. Et on voit ce que ça donne. Ça a été effectivement un fiasco total. Donc, face à cela, plutôt que d'avoir des égoïsmes, travaillons à renforcer nos frontières extérieures. Nous avons obtenu que progressivement, on monte à 10 000 gardes-côtes, gardes-frontières dans le cadre de Frontex, qui vont venir en supplément des douanes et des services de sécurité nationaux. Et surtout, il faut aussi travailler avec les États africains, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est distant de 14 km à Gibraltar. Vous prenez une carte mondiale, vous voyez que l'Europe et l'Afrique, c'est un même fuseau, et que la dynamique démographique de l'Afrique, elle fait que si nous n'arrivons pas à les aider à créer des opportunités en termes d'emploi, à scolariser les jeunes filles, etc., eh bien, oui, à ce moment-là, un certain nombre de jeunes africains prendront non pas les routes de la liberté, mais les routes de la nécessité, et tous les moulinets que pourront faire les partis populistes n'y pourront rien. Donc nous sommes, de ce point de vue-là, nous avons souhaité augmenter l'aide publique au développement et surtout l'orienter vers le secteur privé, la création d'emplois. Et une dernière question très courte. Les droits d'inscription ont augmenté pour les étudiants étrangers. Est-ce que les Africains vont être les sacrifiés de cette réforme ? Alors en fait, ces droits d'inscription, ils ont augmenté parce que, sachez-le, nous souhaitons mieux accueillir aussi les étudiants internationaux. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment cet accueil à la hauteur. Par ailleurs, un certain nombre d'États asiatiques ou d'étudiants asiatiques considéraient qu'une inscription à 300 €, ça signifiait un enseignement qui n'était pas de qualité. Or, on a un très bon enseignement dans nos écoles et universités. Et que par ailleurs, pour faire face aux besoins d'un certain nombre d'étudiants qui n'ont peut-être pas les moyens, nous avons triplé le nombre de bourses. Et ça permettra, je crois, à la fois d'attirer de nouveaux étudiants, tout en préservant des liens historiques avec les États francophones, notamment d'Afrique. Merci beaucoup à notre invité Jean-Baptiste Lemoyne, qui est secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Notre invité la semaine prochaine sera Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Vous pouvez bien entendu d'ici là retrouver cette émission toute la semaine sur les sites de KTO, de la Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Merci de votre fidélité et à bientôt.